Vous voulez savoir comment obtenir ce que vous attendez de votre conjoint? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en mettant un accent particulier sur la formulation des demandes. Bienvenue sur le blog Couple Heureux, je m'appelle Pascal Kionkion et je vous donnerai toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission dans laquelle nous nous arrêterons sur vos demandes pour obtenir ce que vous voulez. Alors, le chemin qui me conduit à avoir choisi ce thème est un petit peu alambiqué, parce qu'en réalité, il y a quelques semaines, j'ai reçu un PV pour excès de vitesse, inférieur à 20 km/h, qui a atteint le montant, tenez-vous bien, de 375 €. Parce qu'en réalité, je n'ai pas reçu le PV initial, ce qui fait que je suis passé, je dirais, en surmajoration plutôt qu'en majoration, parce que de 45 € à 375, je n'avais jamais imaginé qu'il était possible d'avoir un PV aussi élevé pour un excès de vitesse de cet acabit-là. Donc j'ai fait une réclamation, mais bien sûr j'ai dû payer en amont. Et à l'issue de ma réclamation, j'ai reçu un courrier que j'ai sous les yeux pour lequel je vais vous lire l'intégralité parce qu'il est très court pour que vous compreniez ce dont il est question. Vous avez versé à telle date une consignation d'un montant de 375 € en vue de l'amende contestée majorée numéro tant du telle date. L'original de cette attestation de consignation doit être fourni à l'appui de la réclamation. L'adresse et les modalités pratiques de contestation sont indiquées sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Je vous prie de croire, monsieur, madame, à l'assurance de... Je me dis, qu'est-ce qu'il me demande en fait? Quel est l'objet de ce courrier? Parce que j'ai deux phrases qui pourraient me donner l'impression qu'il s'agit d'une demande, donc qu'ils veulent obtenir quelque chose. La première, c'est l'original de cette attestation de consignation doit être fourni à l'appui de la réclamation. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois fournir l'original de la consignation? Mais qu'est-ce que c'est que la consignation? Je suis pas certain de comprendre cette phrase. Et puis la deuxième, c'est l'adresse et les modalités pratiques de contestation sont indiquées sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ben, merci pour cette information, mais pourquoi vous me dites ça, en fait? Et j'ai pensé que, effectivement, dans la vie conjugale, on se retrouve avec des phrases, des affirmations qui sont parfois difficiles à décrypter. On attend même, franchement, honnêtement, que notre conjoint, l'interlocuteur, parfois même nos enfants, comprennent ce que l'on veut obtenir sans avoir formulé de demande. En fait, on leur donne une information. Ce qui est un terrain magnifique pour créer des conflits à venir. Il est nécessaire de passer par la formulation d'une demande. Donc, je m'arrêterai là-dessus dans la deuxième partie de notre émission du jour. Mais je voulais profiter de cette lettre d'abord pour camper le décor et en même temps vous interroger pour vous dire, est-ce que vous formulez des demandes? Est-ce que vous avez réellement formulé des demandes ou est-ce que vous avez l'impression que l'autre devrait comprendre ce que vous cherchez à lui demander? Ce qui demande que votre conjoint soit doté d'un pouvoir surnaturel, puisque imaginer une demande à partir de quelque chose qui n'en est pas est un moyen, tout trouver pour se retrouver avec des incompréhensions, des malentendus, des frustrations, des déceptions. Et je prendrai bien le temps de m'arrêter là-dessus pendant notre émission du jour. Donc, d'abord, avant de se positionner sur la demande, on a besoin de se focaliser sur obtenir. Je veux obtenir quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vais me tourner vers la demande. Qu'est-ce que je veux obtenir? Pourquoi je veux l'obtenir? Dans quel but est-ce que je veux obtenir ce que je voudrais obtenir? Première suite de questions nécessaires, bien entendu, aidantes. Et peut-être que ça peut nous permettre de nous focaliser sur les motivations. Savoir ce que je veux, pourquoi je le veux. Et à partir de là, je peux commencer à limiter le risque de frustration parce que j'ai clarifié certains éléments. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux? Ça paraît anodin de poser la question comme ça, mais réellement, bien souvent dans des relations conjugales, je pose la question à l'un, mais qu'est-ce que veut votre conjoint? Et il me dit quelque chose pour lequel le conjoint dit, non, pas du tout, je veux pas ça du tout. Ah bon, mais je pensais que... Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pensé que... Est-ce qu'il vous l'a dit? Non. Mais vu qu'il a fait comme ceci ou comme cela, j'ai pensé que... Oui, vous avez pensé que, mais vous ne savez pas en fait. Donc à la rigueur, posez la question pour savoir, est-ce que c'est ce que tu veux? Nous avons d'abord besoin de nous positionner pour savoir ce que nous voulons, nous, avant d'envisager une formulation de demande.
qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux. C'est un moyen de limiter la frustration. C'est aussi un moyen de limiter la déception, comme d'autres émotions qu'on va vivre de manière pas très agréable. En répondant à ces deux questions, qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux, c'est une manière de semer en soi une capacité de faire une différence entre ou de voir le fossé qu'il peut y avoir entre mes demandes, nos demandes et la capacité du conjoint à y répondre. Mais également entre nos demandes et la volonté du conjoint à y répondre. Et puis également entre nos demandes et les valeurs du conjoint qui est invité à y répondre ou à participer à y répondre, puisque comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente, vous êtes le premier ou la première à devoir répondre à vos propres besoins et à proposer à votre conjoint de participer à la réponse à vos demandes, à vos attentes, à vos besoins, mais il n'est pas tenu de répondre à vos demandes. Il n'est pas tenu de répondre à vos besoins. Il s'agit d'un choix. En grec, il y a un terme que j'aime beaucoup. On peut être au service les uns des autres, et on l'a déjà évoqué dans ce blog Couple Heureux, et je pense à 3 termes en grec qui sont vraiment enrichissants si on les maîtrise un peu plus en français. On peut être serviteur, je vais prendre un peu celui qui est le plus dur, avec le mot doulos. Alors le doulos, c'est un serviteur, oui, mais c'est un serviteur esclave, ça veut dire qu'il est contraint, il n'a pas choisi, ça lui tombe dessus, on l'a chopé, on l'a mis dans un coin, et il fait ce qu'il y a à faire. Bien entendu, dans un couple, avoir une relation où on est dans le service avec cette approche doulos, esclave, c'est un petit peu difficile, parce qu'en réalité, on est dans une sorte de non-respect de l'identité, de l'intégrité de l'autre. Et puis il y a un autre terme qui est diakonos, qui est également traduisible par serviteur. D'ailleurs, dans notre langue française, on l'utilise pour ministre. Nos ministres, je pense au terme politique, sont des diakonos. Donc, c'est vraiment des serviteurs qui, eux, font normalement, on est loin de ce qu'on fait maintenant dans nos ministères, que ce soit quel que soit le niveau du ministère, mais le diakonos en grec, c'est quelqu'un qui fait le service, mais vraiment le service quotidien, les tâches quotidiennes, le ménage, il veille à ce qu'il faut, l'intendance, en gros, il fait les courses, il entretient la maison, il surveille, il veille à ce que tout aille bien. Et puis, il y a un autre terme qui invite au service, c'est se mettre au service, là je vais prendre le verbe, cette fois-ci, hypotasso, c'est se mettre sous, se placer sous. Mais cette fois-ci, il y a une connotation d'une soumission volontaire, ça veut dire qu'on a choisi, presque on a supplié, j'aimerais bien le faire, allez s'il te plaît, je t'en prie, je veux le faire. Là on est dans une postulance vraiment, une volonté d'être au service de l'autre. Et là il me semble que ce terme-là peut s'adapter complètement à la vie conjugale. Hypotasso, se mettre en dessous, se soumettre. Mais il n'y a rien d'imposé, il n'y a rien d'avilissant, c'est un privilège. Comme quand vous postulez à un emploi et que l'employeur vous prend, eh bien vous avez fait hypotasso, mais aussi le serviteur a fait hypotasso, enfin l'employeur a fait hypotasso en se soumettant à votre demande, en l'acceptant, mais il le considère comme un privilège, sans quoi il ne vous embaucherait pas. Vous le considérez également comme un privilège, ce qui fait que vous avez tout fait pour être embauché. C'est dans la vie conjugale, avec ce verbe-là que j'aimerais que l'on fonctionne, sans doulos qui est en relation avec l'esclavage, sans diakonos qui fait que le conjoint est là en service avec des tâches quotidiennes uniquement, ça en fait partie dans hypotasso. Mais il y a une autre dimension que je trouve bien plus riche, qui respecte la volonté, l'intention, le désir, la vision, la passion, l'amour de la personne qui se soumet. Et dans ces demandes-là, quand on est dans une relation avec ses propres valeurs et qu'on a considéré combien les valeurs sont considérablement importantes, on ne va pas demander ou attendre de son conjoint des choses qui sont en inadéquation avec ses propres valeurs, même si ça nous ferait plaisir qu'il fasse ceci ou cela pour nous rendre service, pour nous correspondre, pour répondre à nos attentes. Mais absolument rien qui soit en contradiction avec ses valeurs. Donc on est dans une valorisation de l'hypotasso, de quelqu'un qui se soumettra parce qu'il a choisi, parce qu'il désire le faire, etc. Ne vous sentez jamais obligé et n'obligez jamais à rendre service. Et dans ce n'obligez jamais, je vais même ajouter le minaudage. Allez, s'il te plaît, vraiment, fais-moi plaisir. Non, vraiment, sérieux, ça me ferait du bien. Non,
Évitez ça, parce qu'on n'est pas dans l'hypotasso, on est dans la tentation de manipulation, de faire en sorte que l'autre accepte parce qu'on a de beaux yeux, parce qu'on a dit gentiment, parce qu'on a été gentil, parce qu'on a couché avec lui, qu'on lui a rendu service, je sais pas. Non, là on est dans du business relationnel, on n'est pas dans de l'amour. Dans le hypotasso, il n'y a pas de business relationnel. On est vraiment dans une posture dans laquelle on est dans l'amour. J'ai envie de le faire. Peut-être même, tu n'as pas eu besoin de le formuler. J'ai compris. Même si, attention au danger, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si ça n'a pas été formulé, je peux me planter. Mais donc, vaut mieux que je dise, j'ai l'impression que ça te ferait plaisir, que tu aimerais ceci ou que si je faisais ça, ça pourrait t'aider. Est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient. Alors, je me ferai un plaisir de le faire. Je suis dans l'hypotasso. Une postulance pour un service volontaire. Il me paraît également important de préciser qu'une attente a besoin, ou une demande, quand on veut obtenir quelque chose, il est nécessaire, voire aidant, de limiter les zones de flou. Donc quelque chose de trop large. Écoute, mon amour, j'aimerais que tu prennes soin de moi davantage. Là, oui, d'accord, merci, je suis d'accord sur le principe. Mais comment ça se voit que je prends soin de toi? Je vois pas trop comment, avec tout ce que je fais, pourquoi tu me dis ça? Je prends soin de toi. Vous voyez, c'est tellement vaste, tellement large, qu'on est devant une possibilité d'arroser une frustration, une déception à venir, chez soi comme chez son conjoint, parce que prendre soin de soi, c'est trop large. Dans ces conditions, je propose de jouer au jeu du dictionnaire. Quand je te dis que je veux que tu prennes soin de moi, qu'est-ce que tu entends? Comment tu vois les choses? Voilà. Ou à l'inverse, j'aimerais que tu prennes davantage soin de moi. Alors, moi, conjoint, je pose la question, oui, j'entends ce que tu me dis. Est-ce que tu veux bien me donner des exemples, des choses plus précises qui me permettent de savoir ce que tu attends quand tu dis que tu voudrais que je prenne davantage soin de toi? Quel que soit le chemin, vous voyez que l'idée est d'aller creuser, parce que peut-être que chez vos parents, prendre soin de vous, c'était mettre les petits plats dans les grands, vous faire le lit le matin, et vous couper les ongles une fois par mois. Enfin, c'est votre parent, vous comprenez que c'est votre parent qui faisait ça, qui cuisinait, mettait les petits plats dans les grands, faisait votre lit, et vous coupez les ongles une fois par mois. Mais dans votre couple, est-ce que ça doit être la même chose? Est-ce que vous attendez de votre conjoint qu'il fasse votre lit, qu'il mette les petits plats dans les grands et qu'il vous coupe les ongles une fois par mois, ou qu'il vous rase la barbe, ou qu'il vous épile le maillot? C'est pas parce que votre mère ou votre père faisait ceci ou cela que votre conjoint doit faire ceci ou cela. Ça n'est pas devenu une règle parce que c'était comme ça chez vous. Donc ça ne fonctionne pas. Par conséquent, vous avez besoin de préciser à votre conjoint ce que vous voulez dire quand, par exemple, vous lui demandez « J'aimerais que tu prennes soin de moi, que tu prennes davantage soin de moi. » Vous avez entendu la nuance quand même. Si je dis à mon conjoint « J'aimerais que tu prennes soin de moi », ça sous-entend que c'est une demande qui correspond à quelque chose qui n'est pas encore fait. Par contre, si je dis à mon conjoint « J'aimerais que tu prennes davantage soin de moi », sous-entend qu'il a déjà commencé à prendre soin de moi et que j'attends des choses qui ne sont pas encore manifestées. On va dire oui, c'est chipoté. Eh ben non, c'est pas chipoté, parce que quand les couples sont dans le cabinet à essayer de trouver des voies pour mieux s'entendre et parfois passe par se taper dessus, on se rend compte que ces éléments ne sont pas des nuances. Donc je suis pas en train de chipoter, je suis en train vraiment de vous donner des éléments qui ont du fond, qui ont du sens, qui veulent dire quelque chose et qui, quand on les prend en considération, enrichissent la communication. Donc faire en sorte de limiter le flou en étant plus précis dans ce que l'on veut formuler, dans ses attentes, dans ce que l'on veut obtenir. Et à l'inverse, en même temps, en n'allant pas dans l'extrême complètement opposé, en étant hyper pointu, en disant, voilà, je veux que quand tu mets la table, tu mettes la fourchette à gauche et le couteau à droite et la petite cuillère au-dessus et que la serviette soit pliée comme ça, pas comme ça. Et puis que la fourchette soit à telle hauteur, c'est-à-dire que le haut de la fourchette ne dépasse pas le haut de l'assiette. Parce que là, en réalité, ce n'est pas une demande qui sera aidante que vous allez formuler, mais c'est une contrainte. Vous transformez votre conjoint en diakonos, peut-être voire même en doulos, au lieu de lui proposer de vivre l'hypotasso, d'avoir envie de faire ce que vous proposez. Parce que si c'est trop pointu, il aura l'impression d'être un exécutant. Or, quand on a le sentiment d'être un exécutant, on a l'impression d'être réduit, d'être déconsidéré, de ne plus avoir de valeur, d'être parfois même abusé. Donc avec ce qu'on a évoqué ensemble, ici on est dans une démarche qui déjà peut limiter la propre frustration, parce qu'en réalité,
nous sommes responsables de nos émotions, donc nous-mêmes, ce n'est pas notre conjoint qui en est responsable. Ça veut dire que si je me sens frustré, étant responsable de mes propres émotions, je sais que c'est moi qui ai semé la frustration en moi. Si je suis déçu, que je ressens de la déception, je sais que c'est moi qui ai semé de la déception en moi. Ben, c'est pas évident, parce que vous me dites, mais je voudrais obtenir ça de mon conjoint. Je lui dis, est-ce que tu pourrais faire les courses plus souvent ? Mon conjoint fait les courses moins souvent que je l'aurais voulu. Je suis donc en ressenti de frustration, de déception. Pourquoi serais-je responsable de mon émotion ? Parce que c'est vous qui la sentez, c'est moi qui ressens mon émotion. Je ne peux pas être responsable des émotions d'un autre, je ne suis responsable que des miennes. Même si j'ai été précis en disant faire les courses plus souvent, ça veut dire lundi, mercredi, vendredi, ou bien ça veut dire quand la dernière brique de lait est ouverte et qu'il reste qu'un quart de la baguette, de devoir en racheter, ce qui serait trop pointu, au passage, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est quand même moi qui suis responsable de mon émotion. Par conséquent, étant conscient de cela, je vais travailler en faisant en sorte que quand je ressens un sentiment de frustration ou de déception, ou de tristesse, ou de découragement, ou voilà, on peut aller lister la suite des émotions relatives à une absence de réponse à une chose qui est formulée, qui pourrait s'apparenter à une demande ou qui est une demande explicite, je reste quand même responsable de mon émotion. Par conséquent, je sais que c'est sur moi que je vais travailler au lieu d'avoir la tentation naturelle de chercher à piloter mon conjoint pour qu'il corresponde davantage à ce que je voudrais. Parce que dans cette tendance qui pourrait être de chercher comment obtenir ce que vous voulez de votre conjoint, vous pourriez aspirer à avoir un conjoint télécommandable. Vous voyez, vous allez sur Amazon ou sur Cdiscount ou chez Darty, vous demandez à un vendeur une télécommande pour conjoint, il vous livre et avec ça vous pilotez pour avoir le conjoint qui correspond exactement et qui pilote, qui réponde du tac au tac, au doigt et à l'œil à ce que vous voudriez. Alors vous comprenez que je tire le trait, je force le trait. Seulement je nous interroge, est-ce que il n'y a pas un peu de ça parfois à aspirer à ce que notre conjoint corresponde vraiment à ce que l'on voudrait, plutôt que d'accepter que notre conjoint est comme il est. Alors c'est vrai, me direz-vous, oui, mais mon conjoint, si je le laisse être comme il est, ça part à volo. Peut-être, mais peut-être est-il judicieux que vous changiez vous, ou bien que vous changiez de conjoint. Je ne sais plus quel auteur a dit, il est plus facile de changer de conjoint que de changer son conjoint. Je signe, je surligne, j'encadre, je mets du stabilo, je mets des warnings pour dire oui, c'est génial, c'est top, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Maintenant, je voudrais poursuivre avec dans l'étape suivante qui consiste à vous donner les moyens de mieux semer pour augmenter les chances de, entre guillemets, récolter ce que vous avez semé. Et je choisis à dessein cette image parce qu'elle est empruntée à la botanique. Et si vous avez autour de vous des agriculteurs, ou si vous avez même vous un potager, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez mieux semé, que parce que vous avez mieux préparé le terrain, que parce que vous avez pris de meilleures graines, que parce que vous avez semé au moment idéal, en tenant compte de la lune, etc., que vous aurez, le résultat que vous aviez escompté. Oui, vous allez augmenter vos chances d'avoir une récolte plus satisfaisante, d'avoir une récolte plus tôt, au meilleur moment, et avoir des fruits de meilleure qualité, ou des légumes qui soient... Ok, vous allez augmenter vos chances, c'est vrai. Seulement, pleinement conscient que vous êtes face à un phénomène naturel, vivant, que vous ne maîtrisez pas, pour lequel vous ne trouverez aucune télécommande chez Darty, Amazon ou Cdiscount, eh bien, vous vous soumettrez à la puissance de la nature, à la réalité de la nature. Faites-le de la même manière avec votre conjoint. Ce n'est pas parce que vous auriez mieux semé, mieux formulé, mieux, etc., que vous récolterez forcément mieux ce que... Non. Vous augmentez les chances de... Seulement, face à une réalité naturelle, vivante, vous vous préparez en même temps à ce qu'il y ait de la grêle, du gel, des escargots, des limaces, des rats, des souris, des mulots, je ne sais pas, qui bouffent votre récolte. Et que finalement, ce soit
bien différent de ce que vous attendiez. Donc, la nature, j'aime la prendre en exemple parce qu'elle nous invite à l'acceptation, elle nous invite au lâcher-prise, elle nous invite à la responsabilité mutuelle, c'est-à-dire je suis responsable, je fais ce qui m'incombe, ce qui me paraît raisonnable, pertinent, intelligent, tout en acceptant ce qui est une part de responsabilité, de pertinence, d'intelligence, qu'il y a bien des facteurs qui ne sont pas de mon domaine de maîtrise, et que j'aurai à faire avec. Je me prépare à cela. Si je ne me prépare pas à ça, je ne plante aucune salade, aucune carotte, aucun radis, parce que je sais que ça ne correspondra pas en résultat à ce que j'ai attendu. Maintenant, pour la suite de notre émission, j'aimerais m'arrêter sur les demandes. Alors, d'abord, comment formuler une demande ? On pourrait dire, permettez-moi de répondre à cette question dans un deuxième temps pour m'arrêter sur le fond de la demande. Avant de formuler une demande, je vous invite, je vous demande, je vous supplie, Non, je vous ordonne pas du tout. Mais connectez-vous à vos propres besoins. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez tendance à vous cantonner ou à vous satisfaire de demandes de surface. Ah, tu sais, mon amour, j'aimerais bien que tu me prennes dans les bras. Ou tu sais, mon cœur, j'aimerais bien que tu fasses la vaisselle. Ou bien, mon chéri, j'aimerais que tu laves la voiture. Ce sont des demandes de surface. Et parfois, comme c'est le cas dans les couples que j'accompagne, on me dit oui, je lui demande de faire la vaisselle, de laver la voiture, d'étendre la lessive, de passer la serpillière et de faire les devoirs avec les gamins. Et dans ces 5 domaines-là, je peux rien attendre de lui parce qu'il le fait pas correctement et ça correspond pas à ce que je veux. Et quand j'arrive, c'est pas fait, c'est mal fait, c'est fait qu'en partie, ou il a oublié 2 points sur les 5 et j'en ai ras-le-bol, sans se rendre compte qu'en réalité, on est sur une demande de surface. Quelle est la demande de fond ? Qu'est-ce qui peut motiver mon conjoint à faire ce que je lui demande ? Ça veut dire qu'il a besoin, en être intelligent, d'avoir une motivation. Pas de le faire parce qu'on me l'a demandé, mais de le faire parce que ça va répondre à un besoin, pas à une demande, et qui plus est, à une demande de surface. Il faudrait que tu mettes les fourchettes à gauche. Attends, ça me saoule, si je les mets à droite, les fourchettes, elles sont à table, quoi. Pourquoi ? Quelle est la motivation ? À quel besoin vais-je répondre en faisant ce qui m'a été demandé ? Vous pouvez comprendre au boulot que vous avez cette manière de fonctionner. D'ailleurs, vous l'avez même dans votre conjugalité avec vous. Quand vous étiez gamin, que vos parents vous disaient « fais ci, fais ça, va te brosser les dents », ça vous saoulait et parfois vous faisiez semblant de vous brosser les dents parce que vous étiez en tentative de réponse à une demande de surface. Quand vous avez compris l'intérêt du brossage de dents, vous y êtes mis sans que quelqu'un d'autre vienne vous dire « tu t'es brossé les dents, va te brosser les dents ou lave-toi les mains ». Mais au départ, il y a un moment où ça vous a saoulé, parce que c'était une demande de surface. On a intérêt à enrichir la relation conjugale en allant au-delà de la demande de surface, en allant en profondeur pour formuler un besoin. Est-ce un besoin de reconnaissance ? Est-ce un besoin de respect ? Est-ce un besoin de tendresse ? Est-ce un besoin d'attention ? Est-ce un besoin de valorisation ? Est-ce un besoin de non-rejet, de non-abandon ? De non-trahison, de fidélité? Est-ce un besoin de présence? Voilà, quand je dis « écoute, j'aimerais bien que tu rentres plus tôt du boulot », c'est quoi? Quel est le besoin? Je reprends le dernier exemple que j'ai évoqué. Est-ce un besoin de présence? Est-ce un besoin de moments de qualité? Parce que mon langage d'amour, c'est moments de qualité. Comme le dit Gary Chapman dans le livre « Les langages de l'amour » que je vous encourage à lire. Attention, ne vous faites pas avoir en prenant les 5 langages de l'amour, mais les langages de l'amour. Donc des gestes pour dire « je t'aime ». Je dis ça parce que certains ont acheté les 5 langages de l'amour, mais c'est un résumé light adapté du livre source qui est Les langages de l'amour, qui correspond à la découverte de Gary Chapman, qu'il a faite suite à un gros travail en tant que passionné d'anthropologie, entre autres. Donc, quand je focalise mon attention sur le besoin profond et que moi-même, dans ma demande, je focalise mon attention sur mon propre besoin profond, par exemple, comme j'ai repris là, comme j'ai mentionné, reconnaissance, tendresse, respect, présence, parce que c'est mon langage d'amour, mon moment de qualité, par exemple, eh bien, je vais formuler ma demande en tenant compte de cela et en veillant à ce que mon conjoint entende que ma demande est en adéquation avec un besoin et non pas une envie qui, comme son profil l'indique, peut varier en fonction du temps, alors qu'un besoin profond ne varie quasiment pas ou très peu. Donc du coup, ça va faciliter les choses et en même temps ouvrir le champ
sans être vraiment trop dans le flou comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais ouvrir le champ CHAMP pour que mon conjoint ait plus de liberté. Parce qu'en réalité, quand je partage un besoin profond, j'ouvre le champ de la liberté parce qu'il existe des chemins multiples pour répondre à un besoin profond. J'ai besoin que tu sois davantage présent auprès de moi pour vivre des moments de qualité. Eh ben, ça me permet de prendre l'initiative de faire un certain nombre de choses. Aller au resto, aller en balade, passer du temps sur la terrasse avec un café ou un thé le soir, prendre le temps d'un apéro en amoureux avant que les enfants n'arrivent, mettre les enfants au lit pour être seul avec mon conjoint, pouvoir partir un week-end de tous les je ne sais combien, tout seul, tous les deux, et même quand je suis chez des amis ou chez mes parents, prendre mon conjoint par la main et partir pendant 1 heure ou 2, parce qu'il y a des moments de qualité, qu'il aura besoin de ces moments qui sont exceptionnels. Quand mon conjoint me parle, être attentif et vraiment chercher à le comprendre. Tout cela pour valoriser du moment de qualité et pas simplement avoir une approche de surface. Donc je vais ouvrir le champ des possibles qui fait que mon conjoint verra comment il est possible avec plein d'options possibles, plein de voies de répondre à un besoin profond. Alors que si je lui dis « j'aimerais que tu me prennes la main quand on se balade », et j'aimerais que tu m'embrasses même quand il y a du monde. J'aimerais que quand on est chez mes parents, tu m'emportes et tu me libères de chez mes parents pendant 1 heure ou 2 pour passer du temps ensemble. Je lui fais une liste de tâches qui donne cette impression qu'en fait, t'es pas vraiment libre, mon chéri. Je t'aime, mais comme un doulos ou comme un diaconos, comme un esclave ou comme un serviteur aux tâches ménagères, aux tâches quotidiennes. Je ne te prends pas comme quelqu'un de libre, d'intelligent, de sage et de pertinent, capable de faire tes choix. Je vous le dis par rapport au conjoint, mais c'est valable par rapport aux enfants également. Quand on a des enfants qui ont 7, 6 ans et que on leur dit « range ta chambre » et qu'on leur dit 3, 4 fois dans la semaine de ranger leur chambre, tiens, ça rappelle un exemple que j'ai vécu avec une de mes enfants, c'est peut-être parfois les prendre pour des doulos ou des diaconos. Et je pense que c'est plus fécond de se poser la question et de se poser avec son enfant pour lui demander « mais comment vois-tu le rangement de ta chambre ? À quelle fréquence tu aimerais ranger ta chambre ? Parce que papa ou maman aimerait que ta chambre soit rangée. Toi, je pense que tu apprécies aussi qu'elle soit rangée. Au passage, d'ailleurs, quand tu la ranges, tu retrouves certains jouets que tu ne trouvais pas. Comment peut-on s'organiser ? Comment vois-tu les choses ? Et on entend l'enfant sur la manière dont il voit les choses. Et puis nous, on exprime la manière dont on voit les choses. Ce qui fait que par moment, on va pouvoir travailler ensemble pour que la chambre soit rangée, et en acceptant, nous, en tant qu'adultes, que la chambre soit rangée autrement que comme on le voudrait, parce qu'en fait, à ses yeux d'enfant, elle sera rangée quand il l'aura rangée comme bon lui semble. Et on pourra peut-être trouver un chemin où, finalement, il pourra ranger la chambre comme bon lui semble, et en même temps en veillant à ce que certains aspects de la chambre soient rangés autrement que comme il le voyait lui, pour que nous soyons tous deux satisfaits. L'intention est que l'on soit deux à être satisfaits. Si vous voulez travailler plus profondément sur ce que je vous présente là à l'instant, allez lire le livre de Thomas Gordon, Parents efficaces. Parce que ce que je vous présente là, c'est la méthode sans perdant, ou bien win-win. Je préfère cette approche-là parce qu'elle est positive, gagnant-gagnant. Alors que quand on est dans une approche dans laquelle on est avec une injonction, on fait ci, fait ça, etc., on est dans une méthode dans laquelle il y a un gagnant et un perdant. Donc, on va, à partir de ces 2 derniers aspects que j'ai évoqués là, dans lesquels on va, 1, respecter la liberté de l'autre, au lieu de lui fermer des voies, on va lui ouvrir des possibles pour qu'il ait la possibilité de s'exprimer en répondant à nos besoins profonds et pas à une liste de tâches. Et 2, justement, l'inverse, éviter de le limiter à fais ci, etc., en faisant qu'il ait des voies précises d'action comme s'il devait être un exécutant. On va formuler des demandes. Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur comment formuler une demande. Alors, pour formuler une demande, on va commencer par « je » d'abord. Au lieu de « tu pourrais laver la voiture, tu veux bien… » Voilà. Ça fait… Vous entendez tout de suite le côté chef. Alors, même si on dit « tu veux bien faire le ménage dans la cuisine ou faire le lit ?» Oui, ça fait moins chef. Seulement, je suis déconnecté de moi et j'aimerais davantage vous inciter à vous connecter à vous-même. J'aimerais bien que tu fasses le lit. Est-ce que tu veux bien le faire ? Vous comprenez que tout à coup, je deviens le « je ».
Et du coup, c'est un je avec un tu. Il n'y a pas un émetteur, ou plutôt un récepteur qui doit se soumettre à un émetteur ordonnant. On est dans une relation d'un je à un je qui fait qu'en fait, je te demande à ton je de bien vouloir. Et on est tout à coup dans un autre univers. J'aimerais, je souhaiterais, j'aurais besoin que. Premièrement. Deuxièmement, toujours dans cette demande, il y a un certain nombre de demandes qui sont fondées sur des réalités présentes ou légèrement passées pour lesquelles on a été en désaccord ou en insatisfaction. Donc on dit voilà, on sort d'une soirée par exemple, et on va dire à son conjoint, écoute, j'ai pas aimé ton attitude quand Sophie m'a dit ça et que tu as répondu comme ça et t'as fait comme si ceci et cela. Alors oui, ça peut être intéressant. Là, on est dans une critique, il n'y a pas de demande, vous entendez. Et surtout, si on s'arrête là, on pourrait imaginer que c'était une demande. Et c'est un des pièges, j'y viendrai dans quelques minutes. Mais je voudrais continuer sur mon idée principale. Donc, du coup, on est focalisé sur le passé. Je propose d'être focalisé sur le proche avenir. Et dire, par exemple, tu vois, quand Sophie a dit ceci et cela, j'ai vu que tu as répondu ceci et cela. J'aimerais qu'à l'avenir... Voilà, où est-ce que je voudrais rajouter cela? À l'avenir. Ou, si ça se représente, si quelque chose de ce type se représente, j'aimerais, je souhaiterais, je préférerais. Et du coup, vous formulez une demande qui est constructive, parce qu'on ne peut pas aller changer ce qui s'est passé à la soirée chez Sophie. Par contre, on peut se projeter vers une approche plus fondée, plus générale, sur un avenir prochain. D'ailleurs, ça peut être l'opportunité parce qu'on l'a formulé en jeu, de donner les raisons pour lesquelles on aimerait que l'avenir soit différent. Parce que je rappelle que la soirée ne peut pas être différente, elle est terminée. Donc, j'aimerais qu'à l'avenir, quand Sophie, ou si quelqu'un, comme l'a fait Sophie, partage quelque chose d'intime, eh bien, qu'il n'y ait pas de rire, parce que... Et voilà. Et ce petit mot paraît vraiment anodin. Seulement, on s'est rendu compte que dans des statistiques, quand quelqu'un formulait un parce que, il augmentait considérablement les chances d'obtenir ce qu'il voulait. Je me souviens plus du chercheur qui a fait ce travail et qui voulait dépasser des gens qui faisaient la queue pour faire des photocopies. Donc, elle s'est amusée à chaque fois veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de personnes qui faisaient la queue. Et quand elle a demandé est-ce que je peux faire des photocopies, elle a eu, je me souviens pas des chiffres exacts, mais 60% de réponses favorables. D'accord ? Elle a demandé après, permettez que je passe devant vous pour faire des photocopies parce que, et à partir du moment où elle mettait le parce que, elle augmentait tellement notre taux de réponse positif que finalement elle est arrivée à 95-98% de réponses positives. Même si le parce que était complètement bizarre, parce qu'il y a un moment où elle s'est amusée à dire « Vous permettez que je passe devant vous parce que je voudrais faire des photocopies ?» Et les gens lui permettaient de passer devant eux. Bah oui, mais eux aussi voulaient faire des photocopies. Mais le parce que est aidant, parce que nous avons un système cérébré qui fait que nous aimons donner du sens. Le sens est en relation avec du fond. Par conséquent, si vous allez vers votre conjoint en disant, tu sais, à l'avenir, j'aimerais que si une situation se présente comme celle qu'on a vécue chez Sophie, tu aies une manière d'accueillir les choses qui soit peut-être plus bienveillante, parce que vous entendez le parce que j'ai eu l'impression que Sophie a mal vécu certaines réponses qu'elle a perçues comme. Vous avez noté que j'ai mis beaucoup d'emphase, de nuances, comme si je mettais du coton autour. J'ai eu l'impression que Sophie ne m'a pas dit. Et même si Sophie m'a dit qu'elle a vécu ça comme ci, comme ça. Ça veut pas dire que Sophie m'a dit que vous comprenez que je suis pas en train de cibler le conjoint, mais encore que elle a vécu des choses comme ça. Même si Sophie m'a dit, tu sais, ton mari, il a été dur avec moi. Voilà, je ne dirai pas à mon conjoint, Sophie m'a dit que tu as été dur avec elle. Non, Sophie a vécu tes interventions, ou Sophie a trouvé que tes interventions étaient dures. C'est elle qui a trouvé. Du coup, ça permet à mon conjoint de mieux entendre ce que j'ai à lui proposer, de moins se mettre en mode de défense, et en plus, de se tourner vers une construction plus aisée de ce qu'il attend. Alors, je vais prendre des exemples un peu plus concrets, plus quotidiens. J'aimerais que la maison soit rangée quand je rentre du travail. Vous avez compris que je suis sur du très flou
Et on a dit tout à l'heure, attention aux traits flous. Donc, je vais poser la question à mon conjoint, qu'est-ce qui t'aiderait à penser que la maison sera rangée? Parce qu'en fait, peut-être ne le perçois-tu pas, mais avant que tu rentres du travail, je range la maison. Ah, écoute, je te remercie d'avoir cette volonté, je suis dans le hypotasso, de ranger la maison, j'apprécie. Seulement, c'est vrai que pour moi, une maison rangée, c'est quand le canapé, que la cuisine, il y a ceci, cela, que voilà. Et on va donner des exemples qui permettront. Ah, je comprends bien. Donc, si je continue à faire comme je le fais jusqu'à maintenant, et que sur le canapé, j'ai pris en considération ça, et que dans la cuisine, il y a eu ça et ça, tu te diras que la maison est mieux rangée, c'est ça. Tout à fait. Bon, écoute, je me ferai un plaisir de le faire. De me placer en serviteur hypotasso, de me soumettre à ta demande. Il y a un piège dans les formulations, où je dis on va dire un piège au moins. C'est de demander sans demander. Finalement, d'espérer que le conjoint comprenne qu'il s'agit d'une demande. Écoute, c'est pénible quand tu parles comme ça à ma mère. Ce n'est pas une demande, c'est une remarque. Ou un reproche. Quelle est la demande? Donc, alors déjà, c'est pénible quand et c'est le tu qui tue, comme dirait Jacques Salomé. Donc mieux vaut parler en je. Écoute, je trouve, vous comprenez qu'il y a déjà une grande différence, je trouve difficile, je vis péniblement les situations dans lesquelles tu parles comme tu l'as fait à ma mère, quand tu l'as dit par exemple, nanana. Et j'aimerais donc à l'avenir que tu lui parles de manière plus respectable. J'ai fait exprès d'être très large, plus respectable. C'est-à-dire que tu ne lui coupes pas la parole et que tu l'écoutes jusqu'au bout de ses phrases et qu'en même temps, même si tu n'es pas d'accord avec elle, que tu respectes ses positions. Ça ne veut pas dire que tu sois d'accord avec ses positions, mais que tu l'entendes et que tu lui dises « Bon, écoutez, j'entends ce que vous dites. » Si vous la voyez. Vous comprenez que on est dans une formulation de demande qui est claire, aidante, étayée, avec en plus, je ne l'ai pas mis un parce que, mais qui pourrait être étayée par un parce que. Parce qu'en réalité, quand je te vois ou je t'entends parler comme ça à maman, eh bien, je me sens touché moi-même, parce que c'est ma mère. Ouvrez la parenthèse, je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même, parce que c'est pas parce que mon conjoint parle d'une manière à ma mère que je devrais, moi, en être mal. Donc je reste conscient de ce travail que j'ai à faire sur moi-même et éventuellement je peux le formuler en disant « J'entends que ça souligne le fait que j'ai besoin de faire un travail sur moi-même, mon chéri, et que c'est pas toi qui détermine ce que je ressens, c'est moi qui suis responsable. » En même temps, j'aimerais que tu fasses aussi ce travail relationnel, d'accueil, de bienveillance, de non-jugement avec maman, non seulement parce que je me sentirais mieux, parce que surtout, je pense que c'est dans mes valeurs, quelque chose qui est nécessaire sur le plan relationnel, qu'il s'agisse de ma mère, de mon oncle, de mon voisin, de mon ennemi, de mon patron, ou de n'importe qui d'autre, d'un automobiliste que l'on ne connaît pas. D'accord. Un des bons moyens de formuler une demande et de s'assurer que la demande est bien perçue, c'est de demander un retour. Et c'est pas difficile. Ça se dit de la manière suivante. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je vous avais dit que c'était pas difficile. Voilà, j'aimerais que tu fasses ci, que tu fasses ça. Je souhaiterais qu'à l'avenir, ceci et cela. Qu'est-ce que tu en penses ? Une manière de dire, tu n'es pas mon esclave, tu n'es pas mon serviteur diaconos, ma bonne ou mon agent à tout faire. Tu es quelqu'un que je respecte dans son intégrité, et je veux vraiment que tu sois toi, que ce que tu feras corresponde à toi, que ce soit fait à ta sauce, et pas parce que tu vas le subir à cause de moi. D'où, qu'en penses-tu ? Comment tu vois les choses ? Qu'est-ce que tu ressens en m'entendant te dire ça ? Quand vous formulez une demande, faites-vous le cadeau mutuel de vous ouvrir à cette question. Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu vois les choses ? Comment tu te vois vivre les choses ? Une manière de permettre à la personne d'être responsable de son choix, qu'elle vous dise oui ou non, parce qu'elle peut vous dire non, on l'a dit depuis le début de cette émission, et avec ce « qu'est-ce que tu en penses ?» eh bien, on s'ouvre à ce que, évidemment, il puisse nous dire non. Vous voyez qu'en même temps, ça nous prépare nous-mêmes. Alors, si je dis pas « qu'est-ce que tu en penses ?» ça veut dire que tu n'as pas le choix, en fait. Alors, qu'en penses-tu ?
Bah écoute, moi, je me sens pas à l'aise avec ce que tu demandes. Et encore une fois, on va aller vers le parce que et se focaliser sur les valeurs, sur les réalités profondes, les motivations profondes. Parce que voilà, j'ai pas envie de mettre les fourchettes à gauche parce que ça me gonfle. Bah c'est pas suffisant. Mais pourquoi ça vous gonfle? C'est quoi le fond? Parce que quand vous étiez gamin, vous aviez l'impression d'être un esclave à la maison quand votre mère vous disait « Mais les fourchettes à gauche, tu me fais chier quand tu n'es pas à droite, machin, je sais pas quoi ». Et que quand vous le revivez, même si c'est 1/1000 dans votre vie conjugale, vous avez l'impression d'être avec votre mère et que vous ne supportez pas ça. Ça, c'est un problème de fond. Faites-le émerger, au lieu de dire « Non, lâche-moi, tu me gonfles, j'ai pas envie de mettre les fourchettes comme tu veux, je sais pas, t'as bonne ». Non. Mettez-vous aussi en relation avec vous-même quand vous recevez une demande, parce que ça permettra à votre conjoint, à votre couple, d'avancer. Je vous dis, allez, au boulot, connectez-vous à vous, à vos besoins, à vos demandes, à vos valeurs. Soyez en conscience des capacités de votre conjoint, de sa volonté d'agir, de ses valeurs, pour ne pas abuser de lui. Formulez vos demandes en je, toujours en étant en connexion avec vos besoins profonds, en veillant à ce que votre demande soit formulée, comme je l'ai dit, en je, avec un à l'avenir focalisé sur le présent et le futur proche au lieu d'être tourné vers le passé, en évitant les pièges d'une demande trop large ou d'une demande trop précise ou d'une demande sous forme de reproche ou de désappréciation ou même d'appréciation, et en vous ouvrant à un retour. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai partagé? Allez dans les commentaires, donnez vos avis, et puis aussi, bien sûr, posez vos questions, parce que je suis tout à fait disposé à vous répondre. Je vous dis à bientôt. Je suis certain que vous avez appris quelque chose qui vous a enrichi dans ce podcast. Donc, partagez, parce que quand on s'est enrichi, on partage, on est content. On dit, voilà, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça intéressant, regarde, écoute. Prenez le temps de le faire en couple aussi. Et puis peut-être, pourquoi pas, de faire un débat à la suite de l'écoute mutuelle ou commune que vous aurez faite. Et puis de le partager au-delà de votre foyer avec des personnes que vous voyez qui pourraient être enrichies par le contenu de cette émission.